Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Aujourd'hui, on quitte le plateau de TBO pour partir à la découverte des cartes marines. En effet, durant les vacances d'hiver, Océanopolis à Brest propose une animation baptisée « Dessine-moi une carte », une manière originale de découvrir l'histoire de ces cartes qui, de tout temps, ont accompagné les grands marins sur toutes les mers du monde. On voit tout cela dans un instant, mais avant, on fait le point sur l'actualité de ce mardi 9 février dans le Finistère. La vidéo est impressionnante et dure plusieurs minutes. En quelques secondes, un promeneur est emporté par les vagues à Port-Salle. La prudence est donc de mise, mais aussi le bon sens. La priorité dans ce genre de situation reste d'alerter les secours. Miraculeusement, après quelques minutes d'angoisse, tout le monde s'en sortira indemne. Plusieurs personnes ont dû se plonger dans l'eau pour extirper ce couple des rouleaux. Ce garagiste était sur les lieux. Moi, j'ai pas réfléchi, je l'ai fait. Bon, j'ai la condition, je connais la mer. J'ai fait plusieurs fois de l'amener dans l'eau parce que voilà, pour me tenir. Et c'est vrai qu'il faut pas sauter. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais bon, il y a un miracle. On est toujours là pour en parler. Donc, on tient comme une boîte d'allumettes sur l'eau. Hein, donc, c'est vrai qu'on joue pas avec la mer. Les gens ont été imprudents de venir si près. Voilà, j'espère que ça va servir de leçon à tous les gens qui verront la vidéo. Malgré ces images impressionnantes, les bords de mer continuent d'attirer les curieux. Comme ce mardi matin à Locmaria-Plouzané, des promeneurs étaient sur les rochers découverts par la marée, alors qu'à quelques mètres, les vagues battaient la falaise. Sur la plage près de la Pointe Saint-Mathieu, parents et enfants étaient là aussi, tout près de l'eau. Non, c'est pas dangereux parce qu'on prend pas de risque. On va sur la plage et puis on s'approche pas trop de l'eau. Hein. On est de Touraine et on loue une maison donc face à la mer avec ses couleurs magnifiques. La tempête, c'est grandiose, vraiment. D'autres ont préféré rester dans leur voiture pour observer les lumières du ciel. Et là, les couleurs sont beaucoup plus jolies qu'hier, je trouve encore. Ouais. Les vagues sont moins impressionnantes, mais c'est les couleurs en fait qui sont chouettes. Ouais, le ciel, la mer, le soleil, là, c'est juste magique. Ce mardi, Météo France a enregistré des rafales à 138 km/h à Pinmar ou encore 133 km/h à Plougonvelin. Des vents violents et des précipitations qui ont fait sortir de son lit l'Odé à Quimper très tôt ce matin. Météo France a laissé le département en vigilance jaune pour les vents violents et les vagues submersion. Les rivières de Quimper, Quimperlé et Morlaix restent sous surveillance. Une accalmie est prévue dès ce mercredi. Et tandis que les agriculteurs continuent de se mobiliser et de faire pression sur la grande distribution pour obtenir de meilleures rémunérations pour leur production, certains développent des modèles alternatifs. C'est le cas de l'association Cohérence dans les Côtes-d'Armor. Depuis plusieurs années, elle accompagne des éleveurs de porcs dans une démarche de circuit court, soit en vente directe à la ferme, soit du producteur au boucher charcutier du coin. La viande est labellisée porc authentique élevé sur paille. En Bretagne, il ne agriculteurs pour le moment à travailler ainsi à Plélo et à Saint-Donant, près de Saint-Brieuc. Reportage Anne Burlot. Depuis 15 ans, Pascal Perrault élève des porcs sur paille. Jusqu'en 2013, il les vendait comme tout le monde au marché du porc breton sans plus-value. Il y a 3 ans, il rejoint la filière porc authentique élevé sur paille, développée par le réseau Cohérence. L'occasion pour lui de valoriser sa production. Il fallait rentrer dans le cahier des charges, il y avait des contraintes. Ces contraintes m'étaient tout à fait acceptables. C'est un minimum de 1,5 m² par porc, donc augmentation de la surface. Ensuite, c'est 140 unités maximum d'azote organique sur nos parcelles. Ensuite, c'est un aliment sans OGM, un aliment sans antibiotiques et enrichi en lin dans le cadre Bleu Blanc Cœur. Pour adhérer, l'élevage doit être à taille humaine, car le bien-être animal et le respect de l'environnement sont au cœur des préoccupations de l'association. Le réseau Cohérence propose des projets qui représentent vraiment une alternative au modèle dominant. Enfin, c'est ce qu'on fait sur le porc sur paille. On est parti du postulat que la côte, enfin la Bretagne, notamment la baie de Saint-Brieuc, était soumise à des problèmes environnementaux en termes de qualité de l'eau. L'éleveur reprend la mainmise sur la production et sur la commercialisation. Il travaille avec un petit abattoir à Quintin, avec qui il entretient de très bonnes relations. Pas d'épaisseur de gras, bien trié, bien élevé, avec amour. Ces carcasses, il les livre ensuite à une douzaine de bouchers charcutiers, des clients qui lui sont toujours fidèles. J'ai commencé à travailler le porc élevé sur paille sur une demande de ma clientèle et pour avoir une qualité supérieure et aussi pour avoir une agriculture durable, que les agriculteurs
puissent aujourd'hui gagner leur vie comme moi je gagne la mienne. L'agriculteur vit aujourd'hui décemment de son travail avec la garantie d'un prix toujours fixe. En moyenne, le kilo de porc est vendu 30% plus cher que dans les élevages conventionnels. Aujourd'hui, ils ne sont que 2 en Bretagne à faire partie de cette filière. On espère bien faire développer ce modèle-là, mais il faut bien entendu que les débouchés soient là aussi. Donc on cherche de nouveaux artisans bouchers, on continue la prospection commerciale au niveau des départements bretons. La restauration collective également est là, mais ça prendra un peu de temps. L'appel est donc lancé pour rejoindre les 17 artisans bouchers bretons qui proposent la marque Porc Authentique élevé sur paille. Et nous sommes donc à Océanopolis, à Brest, pour découvrir l'animation de ces vacances d'hiver. Ça s'appelle Dessine-moi une carte et c'est une façon ludique de s'intéresser à l'histoire de la cartographie marine. Yann Lenozer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes régisseur des expositions à Océanopolis C'est et c'est vous qui avez coordonné ce rendez-vous. Alors c'est pas évident d'intéresser le jeune public à ces documents plutôt obscurs que sont les cartes marines. Comment faites-vous ? Un peu de magie. Non, on fait par le support, l'image que représente la carte marine. C'est vrai que quand on regarde la carte qui est derrière nous, là, qui est une carte qui date de 1539 à peu près, il y a de la couleur, il y a des monstres, etc. Donc là, c'est assez facile d'accrocher les petits avec ce genre de cartographie. C'est vrai qu'après, quand on passe sur tout le descriptif de la cartographie représentée par le chaume, le reste de l'exposition, là, ça devient plus technique, mais les gens du cru s'y reconnaissent parce qu'on a été malin. On n'a mis que des cartes du cru. L'entrée de la rade de Brest, le Goulet, le Finistère. Donc chacun y reconnaît la basse où il a été pêcher ses poissons, etc. et l'évolution de la description de ces basses et de ces endroits. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette thématique d'exposition ? Je pense que c'est le dessin déjà. Je suis très attiré par la carte marine. Je dois bien l'avouer personnellement, plus que par les cartes électroniques, le papier, le support papier. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler de cette obstination des cartographes. Et ici à Brest, nous avons le CHOM. Donc, le service hydrographique et océanographique de la marine qui réalise ces cartes marines. Absolument. Et on ne se rend pas assez compte de l'opiniâtreté, de la volonté de ces gens de tenir les cartes marines toujours à jour. Donc là, on a des séries de cartes qui représentent les mêmes endroits, c'est-à-dire que l'œil du visiteur voit la même chose, mais quand il s'en approche et qu'il regarde les différentes corrections, il s'aperçoit qu'on a 200 ans d'histoire de cartes, depuis Beautemps-Beaupré jusqu'à maintenant, avec des détails supplémentaires. Au final, Océanopolis apparaît sur les cartes, on n'a pas raté de les mettre. Alors c'est l'ADRAMAR, l'association pour le développement de la recherche en archéologie maritime, qui s'occupe de l'animation Dessine-moi une carte. Quel est le principe de cet atelier ? Alors déjà, l'ADRAMAR, c'est une association avec laquelle on a bossé l'année dernière sur le thème de l'archéologie sous-marine. Ce sont des archéologues sous-marins, donc les cartes marines, ils connaissent bien. Leur but à eux, c'est de savoir où ils sont pour savoir ce qu'il y a en dessous du dessin de la carte. Ils nous ont proposé un atelier de dessin de cartes. C'est un atelier pour les 8-12 ans, les petits. C'est-à-dire qu'il faut dessiner une carte en aquarelle avec des petits tampons. Et puis cette carte va les mener à un trésor sur la carte. Comme ça, les enfants, après 1 heure d'atelier, ils repartent avec leur petite carte roulée, un petit raffia autour, un seau collé sur la carte, et ils ont découvert leur trésor. Alors, le visiteur peut aussi découvrir des films et documentaires en lien avec ce thème des cartes marines. Voilà, donc on a créé un petit espace, une petite boîte noire dans laquelle on parle des films de la BNF et un film de Arte, le dessous des cartes, toujours sur le thème des cartes marines, un peu sur le thème des cartes anciennes quand même. Après, il y a à l'auditorium le grand film de l'après-midi, Le Petit Prince. On peut imaginer la carte céleste autour du Petit Prince. Et puis ça collait un peu avec le titre de l'exposition que j'avais en tête depuis longtemps, qui est Dessine-moi une carte. Merci Yann Lenozer. C'est nous qui vous remercions. On va maintenant s'intéresser de plus près à l'exposition conçue avec le chaume. Yann Lefebvre.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'études au CHOM. Alors, on rappelle, le CHOM, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine. C'est là que sont réalisées toutes les cartes marines. Et vous avez élaboré avec Océanopolis cette exposition consacrée à la cartographie marine d'hier et d'aujourd'hui. Qu'avez-vous choisi de présenter en priorité dans cette exposition ? Ce qu'on a choisi de présenter dans cette exposition, c'est toute l'évolution dans la représentation cartographique et parallèlement l'évolution aussi des techniques qui permettaient aux ingénieurs cartographes d'élaborer toutes ces cartes marines de façon la plus précise possible. Alors on trouve des éléments très anciens et pas que des cartes d'ailleurs. Non, pas que des cartes, parce que très vite le service hydrographique de la marine s'est penché sur l'évolution des techniques et donc le service hydrographique était en charge justement d'élaborer tous les services et tous les produits possibles pour aider le cartographe dans son travail et même l'hydrographe pour réaliser le levé cartographique. Alors on trouve des cartes qui datent de quelle époque là, dans cette exposition ? On repart des premières cartes du début du 19e siècle et on arrive jusqu'aux cartes électroniques donc de 2016. Alors je disais pas que des cartes, qu'est-ce qu'on trouve comme éléments autrement dans cette exposition ? On va retrouver le plus ancien système de cartographie, à savoir le plomb suifé. On va voir ensuite toute l'évolution avec les systèmes de radiolocalisation, les premiers GPS, et puis on terminera par les levées LIDAR du projet Litho 3D, et puis les sous-marins autonomes qui peuvent faire des levées cartographiques de façon autonome. Est-ce qu'on dessine toujours des cartes aujourd'hui ? On dessine toujours des cartes, on ne les dessine pas forcément sur du papier, on va les dessiner sur écran d'ordinateur. Mais oui, on a toujours un travail de cartographe et c'est le cartographe qui a le dernier mot sur les données pour élaborer une carte marine qui soit lisible, précise et qui rende compte de façon la plus normalisée possible de la nature des fonds marins et de leur profondeur. Ça veut dire qu'on n'a pas fini de cartographier la Terre ? Non, on connaît mieux la Lune que la Terre et d'autant que la France a le deuxième territoire maritime mondial avec plus de 12 millions de kilomètres carrés à cartographier et avec des zones d'extension possibles. Donc non, le CHOM n'a pas fini de cartographier les fonds marins qui en plus évoluent. Alors avec toutes les technologies à notre disposition aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de cartes marines ? Oui, on s'aperçoit qu'on a des besoins de plus en plus précis, tant pour les besoins civils que pour les besoins de la défense. On a vu récemment des besoins assez précis sur la pose de câbles électriques, notamment pour les hydroliennes, les éoliennes, pour l'ancrage de structures, pour la stabilité au niveau du littoral. Donc oui, on a besoin de cartes marines de plus en plus précises et d'autres produits qui jouxtent les cartes marines. Merci Yann Lefaou. Merci à vous. C'est la fin de cet instant T. Vous retrouvez toutes les infos pratiques concernant cette animation Dessine-moi une carte durant les vacances d'hiver à Océanopolis à Brest sur le site internet oceanopolis.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.